La définition d'un sans-abri, si on la reprend au sens strict, tel que défini en 1987, une personne itinérante, c'est quelqu'un qui n'a pas de toit au-dessus de sa tête, qui n'a pas d'endroit où se loger de façon appropriée et autonome pour les 60 jours à venir. Ça c'est une définition qu'on dit là, by the book. Ça peut prendre une signification plus large aussi. Le mot sans-abri le dit lui-même, sans-abri. C'est une personne qui n'a pas de ressources, qui ne peut pas se loger, qui ne peut pas se nourrir. Un sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appartement, qui n'a pas d'abri, qui n'a pas de chambre, qui n'a pas d'appartement, qui est sans-abri. Les itinérants ici à Montréal, c'est des Asiatiques, c'est des Noirs, c'est des Blancs, c'est des catholiques, des protestants, des musulmans, c'est de n'importe quelle religion et de n'importe quelle région du monde. Sans le savoir, notre société est une des causes aussi de l'itinérance, par effet indirect. Décrochage scolaire, une cause. Famille éclatée, une autre cause. Toxicomanie, naturellement, une autre cause. Des personnes qui ont été ballottées dans leur jeunesse, de foyer d'accueil en foyer d'accueil, une autre cause. Différents malheurs qui arrivent à une personne, ça, c'est des causes aussi. Donc, c'est de multiples causes. Chez les jeunes, souvent, les causes d'itinérance, les causes sont multiples. Il y a autant de causes, je pense, qu'il peut y avoir d'histoires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre. Ceux qui s'accrochent dans la rue, souvent, ont des parcours pas faciles. Chaque jeune a son histoire, puis je pense que c'est à ça qu'il faut s'attarder, si on veut, c'est d'apprendre à connaître ces jeunes-là. Je trouve ça important de rappeler que oui, c'est peut-être des jeunes de la rue, il y en a qui sont intoxiqués, il y en a qui sont impolis, il y en a qui font peur, mais que c'est des jeunes qui ont une histoire, c'est des jeunes qui ont des prénoms, c'est des jeunes qui ont des amis, qui ont une famille, qui ont des parents. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ils sont en rupture avec le milieu, mais juste de se rappeler que c'est des gens aussi, que c'est des personnes. Lorsque les deux parents sont stables, même s'ils se sont séparés, ils ont une vie stable et ils sont présents pour leur enfant, ça va bien. Mais dans d'autres cas où les parents ne sont pas présents pour leur enfant, ils reçoivent la garde de l'enfant, mais c'est quelqu'un d'autre qui en prend soin parce que le parent vit une situation instable lui-même et qu'est-ce qu'il fait? Le parent, très souvent, va donner une petite enveloppe d'argent à son enfant, dire « Papa, il est parti à tel endroit » ou « Maman est partie à tel endroit ». Et naturellement, c'est ce qu'on appelle acheter l'affection. Donc, on ne donne plus d'affection à l'enfant. J'ai beaucoup de jeunes qui arrivent ici au refuge, qui ont 18, 19 ou 20 ans, et lorsqu'on leur parle et qui sont des décrocheurs scolaires, on fouille un peu plus loin, on se rend compte qu'ils sont de familles éclatées. On accueille en moyenne 150 jeunes par jour, ce qui est quand même énorme. C'est ouvert à tous à partir de midi et demi. Fait que les jeunes, souvent, ce qu'on offre, c'est ce qu'on appelle un break de la rue. On offre un répit aux jeunes qui peuvent venir manger, se reposer, laver leurs vêtements, prendre leur douche. On offre des services comme un local d'art, un local de musique, un local d'informatique. On avait un jardin à l'arrière fait avec les résidents des HLM. Fait que les jeunes pouvaient travailler 2-3 heures par jour et être payés à la fin de la journée. Fait que c'est une initiative, au lieu d'aller quêter, au lieu d'aller faire du squeegee, c'est des trucs qui sont judiciarisés. La judiciarisation, en fait, peut-être pour te donner une idée de qu'est-ce que ça peut prendre comme forme, le service de police de la Ville de Montréal a ce qu'ils appellent des codes d'appel. Donc, c'est des citoyens qui peuvent appeler pour porter plainte. L'exemple le plus frappant qui me vient en tête, c'est certains espaces publics qui avant étaient pas régis par les règlements des parcs municipaux. Il y a des espaces publics qui ont vu leur vocation être modifiée parce qu'il y a des nouveaux règlements qui ont été adoptés, c'est-à-dire que des espaces où avant les gens la nuit pouvaient se réfugier. C'est les jeunes, des personnes itinérantes. Souvent, dans les recherches, ce qui ressortait, c'était les jeunes et les femmes itinérantes, qui étaient beaucoup plus visibles, qui dérangeaient, fait qu'ils recevaient beaucoup plus de contraventions. J'ai des milliers d'enveloppes qui sont en provenance de la cour municipale, qui sont en fait des contraventions impayées. Là, juste pour l'an passé, en fait pour 18 mois, j'en ai reçu 5000. 5000, évidemment, je ne sais pas de quelle nature elles sont parce que je n'ai pas ouvert les enveloppes, mais je connais la provenance, puis je sais que c'est la cour municipale, rue Gosford, et c'est tout pour des contraventions impayées. La société, pour moi, c'est pas un bloc compact. La société, c'est la vision qu'on en a, c'est ce qu'on en fait. C'est incontournable, la société. On doit vivre en société, on doit vivre ensemble. Maintenant, est-ce que les règles qui régissent cette vie en communauté-là sont adaptées
pour tous les citoyens. Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens... on n'a qu'à regarder, en fait, les écarts entre les gens qui sont de plus en plus riches et les gens qui sont de plus en plus pauvres. On constate une certaine stabilité dans l'accueil des nouveaux. Qu'est-ce qui explique maintenant qu'à chaque année, ce nombre-là revient, hein, parce que c'est significatif d'une augmentation globalement? Il y a toutes sortes de facteurs. Je te dirais principalement facteur économique, la capacité à Montréal de se payer un appartement. J'ai jamais été un pessimiste, donc je vais vous dire que oui, il y a de l'espoir. Il y aura toujours de l'espoir. Il s'agit que les gens qui travaillent dans le communautaire travaillent entre eux. C'est ce qu'on fait maintenant. On développe des partenariats avec les CLSC, avec les hôpitaux, avec les employeurs. On essaie de développer des partenariats pour aider, puis naturellement, sortir les gens de l'itinérance. Je fais souvent l'analogie entre l'urgence médicale qu'on retrouve, par exemple, à l'hôpital Saint-Luc ou dans n'importe quel autre hôpital, et ce qu'on retrouve ici. Nous, on appelle ça l'urgence sociale, en fait. Les gens nous arrivent ici en état d'urgence sociale, c'est-à-dire qu'au niveau de leur réseau de soutien, souvent c'est éclaté, ils n'ont plus de support. Ils sont dans des impasses au niveau du revenu, au niveau du logement, évidemment. C'est clair que c'est la condition de base. Il manque d'assurance très souvent. Et c'est des gens qui sont fragiles, c'est des gens, puis ils manquent de confiance en eux. Puis c'est pour ça que nos conseillers d'intervention sont là, leur donner confiance. Ce matin, en fait, peut-être une petite anecdote, j'avais un message dans ma boîte vocale d'une personne que, quand moi j'étais intervenant, quand j'accompagnais les gens, cette personne-là, on avait entrepris des démarches, puis c'était en 2001, ça. Et son objectif, son rêve, en fait, c'était beaucoup plus un rêve qu'un objectif, c'était d'être capable de se trouver une formation qui lui conviendrait, puis d'aller jusqu'au bout du processus. Ça me donne la chair de poule. Ce matin, il m'a laissé un message, puis là, il m'a reparti un peu l'historique. Il dit, te rappelles-tu, René? Il dit, au tout début, la première fois que tu m'as rencontré, il dit, j'avais des gros problèmes au niveau de la santé mentale. Il me faisait un peu son historique là, du début, du premier moment où on s'était rencontrés. Et il me disait, tu sais, je suis retourné en formation, puis il dit, à un moment donné, je t'ai dit que je tenais à tout prix à aller jusqu'au bout de ce processus-là de formation. Puis il dit, on est le 14 novembre. En fait, c'est un message qu'il m'a laissé hier soir. Il dit, on est le 14 novembre, puis je tiens à te dire que demain matin, à 10h30, je m'en vais chercher mon diplôme. Puis là, il s'est mis à pleurer, puis il me disait, je suis tellement content, j'en reviens pas, j'ai réussi à finir quelque chose. C'est ça, là, c'est la paye. Moi, je voulais juste dire à tous les gens qui vont écouter ce reportage-là, ayez simplement de réflexion. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour un être humain? Puis pas juste qu'est-ce que je peux faire, mais passe à l'action. Fais une action, puis moi, je vais être le gars le plus content. On va commencer à régler le problème en passant à l'action.